Le radis de la méduse. Chapitre 2. Légumachie. Le paillis luisait de plus en plus à la lueur des premiers rayons de soleil. Le concombre avançait en direction de Sandy, menaçant. « Ne t'ai-je pas enrichi de mon engrais ?» lui cria-t-il en accentuant sa sémiochimie pour que tout le monde entende. « Quand tu croissais dans ton arbre, n'ai-je pas conservé l'humidité à ses racines ? Et quand tu es tombé à terre, n'ai-je pas détourné sur moi l'oïdium, la pourriture grise, les pucerons ? Mes feuilles ne t'ont-elles pas préservé du soleil ? Et quand tu avais peur la nuit, je te chantais une chanson. Mais maintenant qu'on t'offre un mari, tout ça tu l'oublies facilement. C'est le moindre de tes pépins. Ça t'est bien égal que je me retrouve tout seul, à demi épluché, dans une cagette sordide dans laquelle les concombres ne se connaissent même pas, ne se disent même pas bonjour. Mais tu n'es pas assez mûr pour pouvoir m'abandonner impunément. J'en appelle à la loi des légumes. Ce navet a commis un détournement de citron vert. « Monsieur !» gémit Tony en se jetant au pédoncule du concombre. « Je vous supplie de me comprendre. Cela faisait déjà bien longtemps que je désirais vous parler de mon penchant pour votre fille adoptive, car les simples faits de me griser de l'odeur capiteuse de vos petites fleurs jaunes, de vous sentir parfois vous ramifier dans le sol, espérant vainement croiser vos radicelles, avaient cessé de me satisfaire. Je n'arrêtais pas d'essayer de me convaincre de développer mes cotylédons dans votre direction, de venir vous chatouiller à la faveur d'une brise. Mais pourtant, dès que je m'en sentais le courage, mes métabolites secondaires, l'élicitation prenaient le dessus et m'empêchaient d'aller plus loin. Je ne pourrais même pas dire si c'était tout simplement de la timidité ou même de la peur. Mais peur de quoi ? De l'inconnu peut-être, car en effet, si j'avais l'impression de vous connaître un peu, ou plutôt de vous deviner, je ne savais pas quelle serait votre réaction. Ou peut-être peur de ma propre allélopathie, de ne pas trouver mes flavonoïdes face à vous et de ne paraître à vos yeux rien qu'un idiot de petit navet. Et je vous rassure, je ne suis pas en train de vous proposer une symbiose. Mais comment vous expliquer ? Parfois, il y a des légumes qui, même sans avoir la chance de les connaître, nous attirent plus que d'autres, paraissent différents des autres légumes. J'aimerais donc savoir si je me trompe sur votre cas ou non. Oui ! Glapit le concombre vert de rage, ne voulant rien savoir de ce navet et réclamant qu'on le découpe en rondelles ainsi que la loi des légumes le prescrivait dans les cas de détournement de citron vert. Il fit tant et si bien qu'il retourna la botte versatile des endives. Celle-ci, d'abord dubitative, chaque endive répétant à celle de derrière ce que celle de devant avait cru comprendre de la situation, devint bientôt houleuse. « Au hachoir !» cria quelqu'une. « Découpez le navet en rondelles !» cria une autre. Le mouvement gagna les champignons qui déploraient décidément que Tony n'eût pas de sport. Même la garde, pour une fois solidaire, se mit à brandir ses économes pour appuyer la revendication générale. « Oh oh !» grommela le potiron dans ses feuilles. « Il y a eu du hors-d'œuvre dans l'air !» Bien sûr, en tant que roi des légumes, son rôle était de faire appliquer la loi. Mais il ne pouvait tout de même pas faire émincer son futur gendre. Et puis, que signifiait cette histoire de paternité ? Il était dans la plus grande confusion. D'un côté, il ne souhaitait pas prendre une décision regrettable, mais d'un autre côté, il n'avait pas d'autre choix dans un contexte aussi dramatique que de contenter la botte hystérique, sous peine d'être renversé. Pour ménager la chèvre et surtout le chou, il trancha pour un scratch-leg, autrement nommé le jugement du jardinier.
Tony était à présent maintenu par 2 endives. Il réclamait de périr oxydée par Sandy puisqu'elle avait apparemment le courage de ne pas prendre sa défense, ou que déjà, à ce qu'il semblait, elle l'avait complètement oublié. On le fit taire à coups d'économe, puis le service d'ordre le relaxa et entreprit de dégager l'air central depuis longtemps envahi. Peu à peu, le tumulte s'apaisa. Un faux silence rempli de commentaires, de pronostics et de supputations s'instaura. Qui allait-on convoquer en ce jour mémorable? On connaissait Julien, un artichaut qui assommait tout le monde à coups de tige et qui avait fini 12e aux Jeux inutiles. Il y avait Nicolas, le chou-fleur incroyable qui avait créé l'événement au printemps en terrassant littéralement Denis la carotte, pourtant donné largement favori et qui combattait ce jour-là en présence de sa mère. Bien d'autres scratchleggers n'attendaient qu'une occasion pour se faire connaître. La rumeur parlait même d'une recrue. Une recrue fabuleuse dont on ne savait rien, sinon qu'elle s'était vue offrir, pour prix de ses exploits dans le vieux verger, un insecte coprophage qui depuis la suivait partout. Sur la piste, Tony paraissait tranquille, comme inconscient du tragique de la situation. Il n'avait pas bougé d'une radicule depuis qu'on l'avait lâché. Soudain, les champignons se mirent à beugler. On annonçait l'arrivée du légueur. Qui était-ce? Qui était-ce? Par où venait-il? Il approchait, c'était une... Une énorme pastèque! Une pastèque qui devait bien peser 3000 grammes, tant la reine, sous les ovations du public horrifié. Le navet allait se faire écrabouiller. On n'allait même pas savoir à quel endroit il serait incrusté, tellement ce serait bien fait. On ne voulait pas assister à ça.